Rebonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Marhaba bikum à cette deuxième partie de notre émission de la rétro-info de cette semaine. Monsieur Rafiq Bouhoula, je reviens. On parle de passeport diplôme, visa, sans visa pour ceux qui ont les passeports diplomatiques contre l'Algérie acceptera le refoulement des Algériens sans papier. C'est ça le deal qui s'est passé entre Alger et Bruxelles. Vous pensez que c'est ça la réalité, c'est ça qui a fait que beaucoup d'Algériens sont, si je peux dire, fâchés, parce qu'ils voient les priorités données par ce régime par rapport à leurs intérêts et l'intérêt de la population? Alors, j'ai toujours dit sur cette chaîne et sur d'autres chaînes, que ce soit Al-Magharibiya ou la chaîne Afrique du Nord, que le régime algérien utilise la question migratoire pour faire pression sur les pays européens et l'utilise comme une carte de chantage pour obtenir des privilèges pour la caste dirigeante. Et voilà aujourd'hui, après mille et mille une fois où j'avais dit ça, où j'avais reçu des insultes variées et de tout genre, une preuve que le régime algérien pense uniquement à ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt suprême de l'État et du peuple. Et aussi, surtout, par rapport à ce qu'a dit Sidjem El Gessoub, que nous, les invités, on voit l'Algérie de l'Aïn al-Awara. Mais non, et que l'Algérie est un paradis. Si l'Algérie était un paradis, il n'y aurait pas des dizaines de milliers d'Algériens qui fuient le pays à travers les barques de la mort et qui préfèrent risquer leur vie dans cette traversée pour ne pas rester dans cette El-Jannah, le paradis qui le décrit. Il n'y aurait pas des dizaines de milliers de jeunes cerveaux qui quittent l'Algérie si l'Algérie était un paradis comme il le dit. Aussi, l'Algérie, c'est un accord de la honte. Pourquoi? Parce que en Belgique, il y a le nombre d'OQTF n'est pas aussi important que la France. Il y a apparemment au maximum entre 3500 et 4000 OQTF. Et sur ces 3500, 4000, il y a 700 ou 800 personnes qui ont commis des crimes et des délits. Effectivement, quand un Algérien un crime ou un délit à l'international, il porte atteinte à l'image de l'Algérie à l'international. Il porte atteinte au peuple algérien et il faut les récupérer sans spécialement faire pression sur ça. Et malheureusement, l'Algérie a préféré mettre la pression sur Bruxelles et Bruxelles a cédé pour que cette nomenclature puisse se déplacer de manière beaucoup plus facile et qu'ils ne font pas les queues devant les consulats pour demander des visas. Et malheureusement, Bruxelles va devenir la porte d'entrée de l'argent sale des dirigeants algériens qui sera transporté dans les valises sans être inquiété. Et depuis Bruxelles, cet argent pourra être transféré vers Paris, vers Milan ou vers d'autres capitales où il va être blanchi dans des biens immobiliers, des sociétés et d'autres. Donc, encore plus grave, dans ces accords-là, il y a l'éloignement groupé. Ça veut dire que la Belgique va envoyer des avions complets affrétés spécialement pour ces sans-papiers et surtout qui seront encadrés par des services de sécurité algériens. Donc ça veut dire il y aura plus des accompagnateurs belges pour ramener ces OQTF, mais il y aura des policiers des services de sécurité algériens qui vont partir en Belgique pour ramener ces personnes-là. Et surtout, voilà, l'intérêt suprême de cette nomenclature, et surtout pour les détenteurs de passeports diplomatiques qui est délivré à une échelle, mais indécente, parce que ça ne touche pas uniquement les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, mais elle touche les ministres, les anciens ministres, leurs femmes, leurs enfants, les députés, les hauts responsables militaires, les hauts responsables des services secrets, etc., etc. Même l'imam de la grande mosquée d'Alger dispose d'un passeport diplomatique. À quoi ça sert pour un imam de la grande mosquée d'Alger d'avoir un passeport diplomatique? Il peut déposer une demande de visa et l'obtenir de manière
très simple, très clair pour faire ses activités. Donc, encore une fois, l'intérêt suprême de la nomenclature algérienne prime sur l'intérêt de l'Algérie et de son peuple. Bruxelles va devenir une plaque tournante de l'argent sale transféré dans les valises de ces fameux faux diplomates, et c'est une honte pour la Belgique. Très bien, M. Rafik, je crois qu'on a fait le tour de ce sujet. On va passer maintenant à ce personnage qui laisse personne indifférent, un personnage qui a pris les rênes de l'Algérie pendant une période très très difficile, les années 90. On parle ici de M. Liamin Zeroual qui nous a quittés cette semaine. Restez avec nous. Donc, Liamin Zeroual nous a quittés cette semaine. On voit cette vidéo avec la cérémonie de ses funérailles et j'en reviens à vous. حضور لافت لكبار المسؤولين من وزراء في الحكومة ومستشارين وإطارات سامية في الدولة، ويبرز الحضور القوي للمؤسسة العسكرية. جنازة دعاء رجل على الرئيس الراحل الأمين زروال، وأخلصوا له في الدعاء يرحمكم الله. Monsieur Nazim Taleb, je commence avec vous. Liamin Zeroual, comme je l'avais dit, c'est un personnage peut-être qui laisse personne indifférent. J'aimerais bien d'abord écouter son discours historique en 1998 où il a annoncé des élections présidentielles anticipées. On écoute M. Zeroual en 1998. اليوم رسميا أمامكم أيها الجزائريون والجزائريات عن قراري بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة قبل نهاية الشهر الثاني من سنة 99. Monsieur Nazim Taleb, il y a beaucoup de différences sur ce personnage. C'est quoi votre avis? C'est ce qu'il a marqué positivement l'histoire algérienne? Surtout, je parle bien sûr de la période, la décennie noire. Hein? C'est quoi votre avis sur ce personnage, M. Nazim Taleb? Bon, encore une fois, moi, quand je parle de M. Feu Liamin Zeroual, je parle en tant que dirigeant et non pas comme personne. Moi, bien comme sûr. Personne, je l'avais déjà dit sur votre chaîne, j'ai toujours, par mes proches qui le connaissaient, c'est quelqu'un d'intègre, d'honnête. Et d'ailleurs, même pendant le Hirak 2019, il a eu une position courageuse pour dire, courageuse. Il a dit à Tsofer Mohamed Medienne qu'il ne pouvait pas accepter qu'il soit utilisé comme une vulgaire marionnette par le régime qui voulait se débarrasser de Bouteflika et le nommer. Donc, en tant que dirigeant, quand je vois les médias, etc., je crois qu'on lui donne des éloges un peu trop surfaits. Liamin Zeroual a été un fusible de l'État qu'on a utilisé en 94 déjà comme ministre de la Défense, après en 95 avec des élections qui étaient des élections truquées. Il y a eu une fraude massive pendant ces élections pour être désigné comme président. D'ailleurs, à l'époque, 95, les Algériens ne connaissaient pas Liamin Zeroual puisqu'il était à la retraite après avoir quitté son poste d'ambassadeur en Roumanie quelques années avant. Donc on ne peut pas comprendre comment il a pu être élu à 90% comme président. Donc il savait très bien qu'à l'époque, il était finalement désigné par un régime militaire, criminel, qui avait sans hésitation aucune tué un président de la République live, comme on dit, en direct à la télé. Donc il a donné caution à ce régime militaire et criminel.
à ce régime qui a fait un coup d'État contre la volonté du peuple algérien en 91. Il a donné caution à un régime qui n'a pas hésité à massacrer sa propre population. Les historiens et même pas mal de bouquins parlent de politicide, c'est-à-dire que des régions entières qui avaient voté pour le fils ont été complètement anéanties, décimées, à l'image de Ramka, à l'image de Ben Talha, etc. Et malheureusement, en 98, il a cédé sous la pression, encore une fois, de ces militaires-là. Bon, on les connaît, hein. C'est oui. les militaires. Mais pourtant, M. Nazim Attal, pour d'autres, peut-être, on a eu des témoignages sur les gens qui ont vécu cette période. Ils l'ont vu, ils ont... Pour eux, hein, ils ont vu comme quoi Zeroul il a essayé de changer un petit peu les choses à son niveau. Au moins, il a essayé de déclencher un dialogue avec les dirigeants du FIS, par exemple, avec d'autres personnalités, d'autres partis, mais peut-être il n'a pas réussi. Mais il avait cette intention. J'aimerais bien écouter le témoignage de deux personnages qui ont vraiment assisté à ces efforts, puisque je parle de Ali Belhadji et Abbas Madani, qui ont été en contact avec lui. Je ne crois pas qu'ils vont dire du bien de lui si ce n'était pas le cas. On va écouter Abbas Madani, Cheikh Ali Belhadji. لذلك هم كانوا يريدون منا التنديد، والتنديد لا غير. لما كنا على استعداد لوضع حد لما حدث، رأينا التلاعب ورأينا حتى زروال ذاته لم يستطع أن يتحكم في الميدان بالشكل الذي قدم عليه في الأول. إلى حد الآن شفتوه في جنازة من الجنازات؟ لاش شحال من خطرة يبعثوه؟ لاش؟ لأن نقول لكم حاجة، مهما تختلف مع هذا الرجل يبقى راجل، مهما تختلف معه في علاج المسألة، لكن أعرف باللي هاد الناس ما خداوش يدير الحل. كاين مجموعة كل ما نديروا حل ونوصلوا إلى حل يخرجوا لنا مجموعة يقولوا باللي الحل فشل. Monsieur Nazim Taleb, je ne crois pas que Cheikh Abbas Madani et Cheikh Ali Belhadji ont l'habitude de jeter des fleurs aux dirigeants du système, mais on vient de les entendre comme témoins de cette période. Pour eux, Zeroul, il a essayé, il avait une bonne intention, il les a contactés, et c'est ça peut-être le côté positif de ce personnage. J'ai commencé par ça. Moi, je vous ai dit que je crois que c'est quelqu'un d'intègre qui a été honnête. Non, je parle de ça positif. Il n'est pas devenu millionnaire ou multimilliardaire. Non, monsieur Nazim Taleb, moi je parle en tant que président. Il a essayé en tant que président, monsieur Abbas Madani. Bon, j'ai pas entendu sincèrement l'intervention de Cheikh Ali Belhadji. Je ne sais pas si les autres l'ont entendu. Moi, c'était pour moi inaudible. En tout cas, monsieur Abbas Madani, il dit clairement que c'était un constat d'échec. Il a dit qu'il n'a pas réussi. Et moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'a pas réussi il n'a pas eu, du moins pour moi, le courage de faire le ménage, notamment dans les services. Il aurait dû, par décret présidentiel, puisqu'avec le cachet, il pouvait limoger Chauffeur Medine, il pouvait limoger l'Ammari, il pouvait général Mour, comme on l'appelle, Touati, il pouvait limoger, comment il s'appelle, Belkhair. Tous ces généraux-là, les anciens dafistes, étaient impliqués dans les crimes de sang et le coup d'État de 91. Donc moi, encore une fois, je dis pas que je suis pas en train de juger la personne. Moi, je suis en train de juger les actes. Moi, je dis que ça a été un président qui n'a pas eu le courage de limoger les personnes qui sont à l'origine du drame algérien qui a commencé notamment en 91. Après, je ne juge pas de ses intentions, je ne juge pas de son honnêteté, je ne juge pas. Moi, je juge le président dans sa fonction, où malheureusement, ça a été un constat d'échec, où sous sa présidence, l'Algérie a connu les pires crimes que après l'indépendance
notamment à partir de 95, où on a vu des villages entiers, encore une fois, rasés, décimés, égorgés, et encore une fois, c'est ça le constat aujourd'hui. Peut-être, M. Nazim Taleb aussi, pendant sa période, il y avait un dialogue à Saint-Égidius. C'était une occasion peut-être ratée pour créer cette dynamique de dialogue entre les Algériens. Malheureusement, ceux qui ont participé... Mais Lamine Zerouel, il était contre les accords de Saint-Égidius, il les avait critiqués. Il n'a jamais été pour les accords de Saint-Égidius. C'est ce que je voulais dire. Peut-être c'est une occasion aussi. Ça, c'est contre M. Zerouel. On aurait dû peut-être changer les choses, accepter cette dynamique, accepter ce mouvement de dialogue. Et ça, c'était une occasion que Zerouel et les autres du régime ont raté comme occasion. Clairement, on aurait pu éviter facilement 170 000 morts en plus, parce que déjà en 80, quand il y a eu les accords de Saint-Égidio, il y avait déjà 30 000 morts. Et là, on est entre 200 et 250 000 morts. On aurait pu facilement, je dirais, arrêter l'effusion du sang et re-rentrer dans un processus de réconciliation, de dialogue et un processus démocratique qui aurait évité à l'Algérie toute la destruction en vie humaine et matérielle, économique qu'on a pu voir après 95. Mais encore une fois, je suis pas en train de critiquer la personne. Encore une fois, je ne préjuge pas de ses intentions bonnes ou mauvaises, de son intégrité, de son honnêteté. Personnellement, je crois qu'il était intègre et honnête. Mais il n'a pas eu le courage de faire le ménage autour de lui, alors que pour moi, on était dans une phase critique où il pouvait le faire. Très bien. Monsieur Djed Halimi, à votre avis, c'était un personnage qui a raté l'occasion, qui a raté la chance de sauver l'Algérie, parce qu'il n'était pas seul à la tête du régime algérien, ou, comme dira l'autre, c'est à cause de lui, ou peut-être pendant sa période, qu'il y a eu des massacres, comme M. Lazim l'a si bien dit. Il y a eu des milliers de morts, il y a eu la chance de dialogue. Il y a eu l'RND qui est né avec ses moustaches. L'RND, il est né de rien, il est devenu le premier parti en Algérie. C'est ça les contradictions de ce personnage. Premièrement, خويا سليم ربي يرحمه بيصبر أهله وأحبابه كي ربي يعوض على الجزائر بمثاله. C'était un homme intègre, c'était un homme d'État et il a utilisé son pouvoir, que ce soit, c'est pas élu, c'est désigné, mais il a utilisé son pouvoir pour sauvegarder l'État algérien. Mais je vais me rappeler de lui surtout comme quelqu'un qui dialoguait, qui est allé vers l'autre. Et sous sa présidence, c'est là où est-ce qu'on a mis les blueprints d'une sortie de la crise. Maintenant, est-ce qu'on peut attribuer à une seule personne l'échec de faire le ménage dans l'État algérien? Moi, je pense qu'on est très sévère si on fait ça. Puis nous, les Algériens, on a cette tendance-là de juger nos anciens dirigeants sans le contexte qu'ils avaient. Tu sais, diriger, à un moment donné, ça nécessite des prises de décision où est-ce que tu dois malheureusement éliminer quelqu'un, tu penses qu'il va causer du tort au pays. Maintenant, tout ça, ça peut déclencher toute une polémique, ce que je viens de dire. Mais ce que je dis, c'est qu'en tant que citoyen algérien, on est sorti des millions d'Algériens. En 2019, on n'a pas réussi à faire ce ménage-là, donc on ne peut pas attribuer cet échec-là à une seule personne. Sauf que M. Djed Halimi, sauf que d'autres vont dire comme quoi les millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue pour le Hirak, ils n'avaient pas ce pouvoir de changement. M. Nazim Taleb, il a bien expliqué comme quoi en tant que président, soit il aurait dû changer les personnes qui étaient la cause de la tragédie en Algérie, ou peut-être il aurait dû démissionner. Il a attendu 4 ans, après des milliers de massacres, après des fraudes dans les élections, et là, finalement, il a décidé de démissionner. Mais après quoi? Après 4 ans que l'Algérie a perdu. Notre régime en Algérie, c'est un régime compliqué. Il n'y a pas juste un groupe, c'est des ailes différentes qui... Encore une fois, on ne peut pas attribuer ça juste à une seule personne ou un petit groupe. Le changement en Algérie, ça prend... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui disent une révolution. C'est profond. Le mal est profond et ça prend quelque chose d'assez... de majeur. Ça prend beaucoup plus que quelques personnes pour faire ce changement. C'est ce que je pense.
Très bien, monsieur Jamal Gessoum. D'abord, j'aimerais bien écouter monsieur Boukhari, le procureur militaire, qui a témoigné sur la période de Zeroual. On l'écoute, je reviens à vous, monsieur Jamal Gessoum. الدولة. أما فيما يتعلق بتعدد الجهات في إدارة هذا الملف، فعلا نعم كانت بالنسبة للسلطة أو بالنسبة للدولة أو للسلطة بطبيعة الحال كانت جهات مختلفة. هذا وجهة نظر تاعي، وهي إحدى العوامل حسب رأيي الخاص التي أدت إلى فشل الحوار. كانت الرئاسة ويمثلها بطبيعة الحال السيدة بتيم. زروال ممثل عنه بتشين. زروال يمثل عنه، قول بتيم والطيب دراجي. طيب دراجي مرافق، هو انما نقول الرئاسه وخلاص، نقول نكتفي بالمؤسسات فقط. نقول مؤسسه الرئاسه ومؤسسه الاركان على راسها محمد العماري، وكذلك الدور اللي راهي تقوم به المصالح المخابرات. دونك 3 جهات مختلفه. Monsieur Jamal Gessoum, si je peux dire, c'est un homme du pouvoir qui vient de témoigner. Ça, c'est peut-être tous les Algériens le savent, depuis 62. Et c'est ça le mal de l'Algérie, c'est plusieurs têtes, plusieurs chefs, plusieurs décideurs. Et entre autres, voilà le mal de l'Algérie en 90, il vient de le dire, M. Boukhari, comme quoi Zeroual ne pouvait rien faire parce qu'on n'était pas seul. Il y avait plusieurs décideurs, il y a les services secrets, la sécurité militaire, il y avait les militaires, il y avait plusieurs groupes, plusieurs clans. Et c'est ça peut-être que l'Algérie vit depuis 62 jusqu'à maintenant. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que Yamin Zeroual, était un moujahid, c'était un homme d'État, et il a pris des responsabilités dans un des moments les plus pires de l'Algérie après l'indépendance, comme le dit très justement Djihad, c'est qu'on a souvent la tendance à critiquer nos anciens dirigeants sans remettre du contexte. C'est exactement ce qu'a dit Djihad, et je souscris totalement. Il s'est retiré et Allah yarhamou, et il a été enterré une fois il y a quelques jours, et ne comptez pas sur moi pour l'enterrer une seconde fois aujourd'hui. Merci. Non, mais encore une fois, comme M. Nazim Tab l'a bien précisé, on ne parle pas de la personne en tant que personne. Elle est intègre, comme beaucoup l'ont décrit. Il n'y a aucun problème de ce côté, mais je parle en tant que président, en tant que décideur. Et surtout pendant cette période, c'est ça. Je me demande, M. Jamal... Il est décédé, rahimahullah, et je ne parlerai pas d'une personne décédée, quoi qu'il en soit. Et vous pensez qu'on aurait dû au moins laisser ces témoignages écrits, comme ça va aider la génération... Ça aurait été bien, effectivement. OK. Monsieur Rafiq Bouhlal, pour vous, c'est une personnalité qui laisse personne indifférente, comme je l'avais dit. C'est quoi votre avis? Il n'était pas seul, il a essayé, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il n'a pas réussi. Ou plutôt, il a quand même une petite responsabilité dans ce qu'a vécu l'Algérie, ce qu'on est en train de vivre maintenant. On ne parle pas de cette personne en tant que personne, encore une fois. Chacun a son avis, peut-être ceux qui le connaissent, ils vont dire beaucoup de bien de lui, mais je parle en tant que président, en tant que responsable, premier responsable de cette période. Avant tout, je présente mes sincères condoléances à toute sa famille. C'était un homme d'État, un homme intègre, un homme qui a montré que quand on sort du système, même quand on est un président de la République, c'était le seul à pouvoir se déplacer sans garde du corps, à pied, à Betna, sans que personne ne l'embête ou sans qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Et là, c'est vraiment des éloges que je fais à l'égard de Monsieur Zeroual. Par contre, en termes de président de la République, ce que personnellement je retiens de cette période-là, quand il était président, c'est que malgré que c'est un ancien général, malgré que c'est un moudjahid et avec des actes sur le terrain, malgré qu'il occupait la plus haute fonction de l'État, il n'a pas pu mener les actions nécessaires car un président de la République en Algérie n'a pas tous les pouvoirs, ne peut pas agir comme la Constitution lui profère comme prérogative, et c'est des clans qui s'entrechoquent derrière le rideau pour prendre les décisions, au point où
encore une fois, l'histoire lui retiendra ça, qu'en tant que président de la République, il a jeté l'éponge et il a préféré démissionner et organiser des élections anticipées, car il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas changer la situation et aller vers ce que le peuple demandait. Et c'est ce qui s'est passé en 2019 lors du Hirak. Quand ils sont partis le solliciter, il a refusé car il savait très bien qu'il ne pouvait rien faire. Et toutes ces actions vont dans le bon sens de la personne en tant que personne physique et dans le sens du personnage en tant que président de la République. Et ce qui prouve encore une fois malheureusement qu'un président de la République en Algérie ne peut absolument rien faire car il n'est pas élu. Il n'est pas élu par la volonté du peuple, mais il est placé par l'armée qui décide à la place du peuple et qui installe la personne qu'elle veut et qu'elle enlève la personne qu'elle veut. Malheureusement, il a été obligé de diriger l'Algérie dans un contexte extrêmement difficile que personne ne peut remettre en question. Avec pas moins de 250 000 morts, ça restera une blessure indélébile jusqu'à la nuit des temps. Mais néanmoins, moi, ce que je retiens personnellement, c'est qu'il a essayé et il a prouvé qu'il n'y a pas de démocratie et que même quand on est un président de la République, il n'a pas tous les pouvoirs afin d'améliorer ou de donner les aspirations du peuple algérien et qu'un président de la République, il est toujours soumis aux différentes factions du pouvoir, services secrets, institutions militaires et autres lobbies derrière le rideau qui font tout pour freiner les actions, même si ce dernier, à savoir Lamine Zeroual, avait toutes les bonnes intentions du monde. Très bien. On va passer maintenant à cette fameuse feuille de route, M. Chenghreha, puisque durant sa visite à l'école supérieure de la guerre, et là, il nous a clarifié un petit peu sa vision, comment faire face à ces menaces qui nous guettent. Restez avec nous. Monsieur Nazim Taleb, d'abord, je vous remercie beaucoup d'être toujours avec nous. Ça fait un grand plaisir. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette déclaration de M. Chenghreha qui a parlé de cette fameuse feuille de route. Comment il faut faire pour épargner l'Algérie? On va écouter M. Chenghreha. يشهد السياق الجيوسياسي العالمي الراهن تحولات في التوازنات الدولية تمهد لبروز نظام عالمي جديد مما يضع دول الجنوب أمام اختيارات استراتيجية معقدة. فمكانة الدول اليوم لم تعد مضمونة بأمجاد الماضي، بل مرهونة بالنجاح في مهمة التعزيز المتواصل لمقدرات الجيوستراتيجية والنسقية للدولة وتدعيم صلابتها الشعبية والاقتصادية وتكييف منظومتها الدفاعية وتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية، حيث تصبح الاستباقية في التخطيط والمرونة في اتخاذ القرار والقدرة على توظيف كل موارد الدولة وميزاتها المقارنة هي الضمان الأساسي للاستمرار في التواجد الفاعل في عالم متقلب ومضطرب.
Monsieur Nazim Taleb, vous avez écouté M. Chenghriha. Pour lui, pour rester toujours en vie, je peux dire, dans ce nouvel ordre mondial, il a mentionné quelques points pour lui sont essentiels pour la survie de l'Algérie. Renforcer les capacités géostratégiques, renforcer la base populaire et bien sûr économique, adapter le système de défense à la nouvelle ère, développer les compétences scientifiques et technologiques, l'anticipation de la planification, flexibilité dans la prise de décision, la capacité de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles. Ça, un petit peu, c'est le résumé de cette feuille de route. C'est magnifique, hein, le discours, il est stratégique, je veux dire, beaucoup vont être d'accord avec lui, mais est-ce que vous pensez que c'est ça l'Algérie, c'est ce qu'il est en train de décrire, M. Chenghriha Sinazim? Non, je crois que, encore une fois, au risque de me répéter, on est contre que le militaire fasse des discours politiques parce que c'est pas le rôle. Le rôle d'un militaire et un chef d'état-major notamment, même si encore une fois le discours, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Chenghriha. Néanmoins, il faudra joindre le discours aux actes. Parce que si on était dans un état d'institution, ne serait-ce d'institution, on ne parle même pas de démocratique, d'institution, à la limite à la chinoise, c'est que M. Chenghriha doit dire qu'avec les 25 milliards de dollars de budget qu'il a depuis 2022 et je ne sais pas combien de milliards avant, qu'est-ce qu'il a fait pour justement être en adéquation avec son discours? Parce que dire que l'Algérie doit faire face à un État, à un monde plus ou moins sauvage, où le droit international n'est plus une base considérée comme du moins une base pour attaquer les autres pays, où il faut faire une transformation stratégique, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec 25 milliards de budget? Je tiens à rappeler, sur les 10 dernières années, le budget de l'Iran en armement, il était à peu près de 130 milliards. Et l'Algérie, les 10 dernières années, selon le CIPRI, il est à peu près de 180 milliards. Donc, on a un budget supérieur à l'Iran. Est-ce qu'aujourd'hui, sereinement, en tant que citoyen algérien, on peut dire que notre armée, elle est en mesure de se défendre contre une attaque telle que l'Iran en subit depuis le 28 février? Sincèrement, je ne le crois pas. Parce que, encore une fois, on a une armée qui est un peu partout. On a des décrets où on dit que l'armée, du moins les officiers supérieurs, peuvent diriger des entreprises. On a des officiers qui réceptionnent des moutons. On a des officiers qui réceptionnent des bus. On a des officiers qui font l'ouverture de la saison scolaire. Et encore une fois, on parade toujours ce qu'on a acquis à l'étranger. C'est le Sukhoi 52 ou 57, les sous-marins allemands, etc. Mais on ne voit jamais la production de l'armement en Algérie. On n'a pas une industrie aujourd'hui de l'armement. Je rappelle... Qu'est-ce que vous pensez, M. Nazim, quand il parle de renforcer une base populaire, hein, c'est créer ce front interne, quand il parle, il faut anticiper et planifier pour le futur, quand on voit les décisions contre la France, contre l'Espagne, à la fin, on recule. Mais comment voulez-vous qu'il y ait un front populaire quand vous avez un ministre des Affaires étrangères qui va en Belgique pour négocier pour la nomenclature algérienne et que le peuple algérien finalement qui est sans papier dans les pays, aussi bien en Belgique, vont se retrouver par centaines dans des avions comme du cheptel, comme des moutons, à revenir en Algérie? Vous croyez que ça va constituer un front populaire quand l'Algérie sera attaquée? Comment vous constituez un front populaire quand vous avez un chômage de masse et que vous avez 0,1% de la population algérienne, à savoir les ministres, les dirigeants, les gens des services secrets et l'armée, qui sont des milliardaires? Comment voulez-vous constituer un front populaire quand vous avez des institutions qui sont complètement délabrées, des routes délabrées, des hôpitaux délabrés, des autoroutes délabrées, des écoles qui sont délabrées, où vous avez dans des écoles, certaines, elles font 50 élèves par classe.
dans la chaleur, et j'en passe. Comment voulez-vous créer un front populaire où vous avez des dirigeants qui négocient pour eux-mêmes et qui oublient le peuple algérien? Quand vous avez des dirigeants qui sont, la plupart, ils ont la double nationalité. Et ceux qui n'ont pas la double nationalité, ils ont le passeport diplomatique, ils n'ont même pas besoin de visa. Quand vous avez des dirigeants qui ont des fonds de commerce, des biens, aussi bien en France, en Espagne, en Italie, et j'en passe. Vous avez même, à l'époque, le chef d'état-major de la gendarmerie qui s'est retrouvé avec un passeport du Vanuatu. Comment voulez-vous créer un front populaire? Le front populaire commence déjà pour être un dirigeant intègre, honnête, et qui montre la voie aux Algériens. Même si l'Algérien vit dans la pauvreté et qu'il voit son dirigeant vivre dans la pauvreté, il va le suivre parce qu'il est intègre. Je donne juste un exemple. Larijani, il a refusé d'avoir son salaire de chef de responsable de l'État. Il a juste gardé son salaire de prof d'université. Et sa fille, qui a voulu acheter une petite maison, elle lui a dit « Papa, pourquoi tu ne réclames pas tes indemnités autant que… » Je crois qu'il était chef du Parlement, il était conseiller de Khamenei aussi. Il a refusé. Très bien, très bien. C'est ça qui va créer une solidarité entre Algériens. Mais quand vous avez la nomenclature, ceux qui nous dirigent ne pensent qu'à leur propre personne, à leurs enfants, à leurs frères et sœurs, et que les Algériens sont des laissés pour compte, je ne crois absolument pas que le Front populaire va tenir longtemps s'il y a une agression. Et pour finir, parce que je dois partir, je ne vois absolument pas comment l'Algérie, avec des Chengriha, et vous voyez les images, la plupart ils dépassent les 70 ans. Normalement, selon la loi, ils doivent tous être à la retraite. Je ne vois pas comment ils peuvent faire face aux défis d'un monde où l'intelligence artificielle, en monde globalisé, où la technologie elle est d'un autre niveau. Et je ne crois absolument pas qu'un Chengriha sache utiliser un ordinateur. Donc il faut déjà commencer par dire on est trop vieux, il faut laisser la place aux jeunes, à ceux qui ont un doctorat, qui sont hautement diplômés et qui ont de compétences. Voilà comment on peut faire face au challenge de la vie. Très bien. Monsieur Nazim Taleb, membre du secrétaire du Rached à partir de Paris. Merci beaucoup de votre participation. Djamal Guessoum, je reviens. Vous avez entendu M. Saad Chengriha, le chef des armées. Il nous a étalé un petit peu une feuille de route. Vous pensez que c'est réaliste, c'est un réalisme quand tu écoutes M. Chengriha et la réalité, il parle de renforcer la base populaire, planifier pour le futur, renforcer les capacités géostratégiques et adapter le système de défense. Il y a toute une liste pour essayer de trouver une place dans ce nouveau monde qui est en train de s'établir. Vous pensez que c'est une feuille de route réaliste et qu'on peut, avec ce régime, avec ce système, avec ces responsables militaires, je parle des responsables, on peut vraiment réaliser ce qui vient dans cette feuille de route? Écoutez, je suis obligé de me faire l'avocat du diable. Lorsque Nazim Taleb se pose la question, on pose la question de savoir qu'est-ce que Chengriha a fait avec des milliards de dollars depuis 2020 qui serait en adéquation avec son discours. C'est exactement ce qu'il a dit. Je dirais à Nazim simplement que par essence, il ne le sera pas. Ça, c'est évident. À moins que M. Nazim Taleb veuille venir à Alger et prendre rendez-vous pour visiter ce qui est fait par l'armée algérienne. Donc déjà là, ça n'a pas de sens. Et s'il y a bien une institution en qui j'ai confiance personnellement, et c'est la seule, j'ai confiance en aucune autre, c'est bien l'armée. Sur la question du niveau scolaire, M. Chengriha visiblement ne saurait pas utiliser un ordinateur. Juste dire que M. Chengriha a pratiquement, oui, un niveau de doctorat en études. C'est ce qu'il a dit. Il a dit est-ce qu'il a un doctorat? Je lui dis oui. Dans ces cas-là, il ne faut pas tout noircir non plus. Sur la question du Front populaire, et ce qu'a évoqué Saad Chengriha, j'aimerais dire que l'armée nationale populaire est populaire. C'est d'ailleurs une des seules armées au monde, avec tous les défauts qu'elle peut avoir, bien sûr, est une armée nationale populaire. Et
vrais militaires que je rencontre. Hein. Je rencontre des militaires du niveau caporal, etc., et jusqu'aux généraux. Donc, l'armée, c'est le peuple. Et donc, quand il parle de Front populaire, il se réfère bien évidemment à son expérience et il se réfère à l'armée. Monsieur Jamal Ghassoum, quand il y a M. Nazim ou autre, quand il parle de l'armée, bien sûr, il n'est pas en train de parler des soldats, des caporaux, il est en train de parler des dirigeants, les premiers responsables militaires, l'institution militaire. On n'est pas en train de parler de l'armée, bien sûr. L'armée, elle est populaire, l'armée, elle fait partie du peuple algérien. Je ne crois pas qu'il y a un débat sur ce sujet. Non, je réponds sur le côté populaire. C'est sur le côté populaire. Non, on est en train de parler de la base d'un front populaire, les Algériens qui vont se regrouper autour de ce système. Croyez-moi, Céline, vraiment croyez-moi, vous devriez le savoir mieux que moi normalement. C'est que, comme Nazim par exemple a dit, si on subissait une agression de l'extérieur, croyez-moi que les Algériens mettront de côté toutes les défiances, toutes les méfiances, et tous les Algériens, je parle des Algériens, je ne parle pas des traîtres, évidemment, mais tous les Algériens, même ceux qui sont nés en France, viendront défendre l'Algérie. Vous devriez le savoir mieux que moi. Non, il n'y a aucun problème sur ce sujet, M. Djamalia. Je ne crois pas qu'il y a un Algérien digne de ce nom, il va dire comme quoi, non, si on est attaqué, on va s'enfuir. Non, il n'y a aucun doute. Exactement, donc il y a un front populaire. Si on était attaqué. Mais je ne parle pas de cette guerre, je parle par exemple des élections, je parle de décisions de système. Par exemple, demain, il se demande à aller aux élections. On a vu les élections précédentes, et il y a un boycott, et il n'y a personne qui va. Parce qu'on n'est pas. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. C'est pire que ça. Il y a des élections à venir là. Peut-être au mois de juillet, on ne sait même pas. Vous imaginez qu'il y a un discours qui va se tenir par je ne sais qui aujourd'hui et qu'il faut 90 jours pour les élections. Personne n'est au courant, même les députés ne savent même pas quand vont se tenir les élections. Là par contre, on tombe dans quelque chose de tout à fait lunaire. Est-ce que c'est de l'incompétence, une incompétence des institutions de l'État pour faire que le peuple algérien ne c'est même pas dans n'importe quel pays au monde. Vous savez 3-4 ans à l'avance quand ils vont avoir les élections. Là, on ne sait même pas. En France, ils le savent encore moins. Là, c'est catastrophique. Quand vous me dites qu'il y a un dysfonctionnement sur les institutions algériennes, on le retrouve là pire que ça. Vous savez que j'ai participé aux élections 2017 et 2021. Jusqu'à aujourd'hui, 2026, personne ne connaît les résultats de chaque candidat qui sont présentés dans les élections législatives. Est-ce que vous avez vu un pays au monde comme ça? Là, par contre, si vous critiquez les institutions d'État pour soit leur incompétence, soit leur côté diabolique, parce que c'est ou de l'incompétence ou du diabolique, je suis avec vous. Sur des choses comme ça, c'est clair. Donc, sur la question du Front populaire, ok. Sur la question des élections, faire que les députés soient correctement élus, que les maires soient correctement élus, mais en Algérie, ils sont complètement à la ramasse. Ils sont complètement à côté de la plaque. Sur cette question-là, je suis avec vous. Et pour ce qui est des autres points, quand il dit qu'il faut anticiper dans la planification, quand il dit comme quoi il faut mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles, tout ça, c'est des questions que beaucoup d'Algériens se posent. Quand on écoute, il y a beaucoup d'experts qui disent leur avis, ils ont peur d'abord de dire leur avis, sinon s'ils le disent, ils se retrouvent en prison, donc on n'utilise pas toutes les ressources humaines disponibles. Il y a beaucoup de gens qui s'enfuient, donc il y a beaucoup d'Algériens qui font le bien-être des autres pays, on ne les aide pas à entrer chez nous. Tout ça, c'est des questions qui se posent. Mais bien sûr, vous savez, tout à l'heure, Nazim me posait la question, il ne posait pas la question, il parlait du nombre de publications scientifiques de l'Iran par rapport aux pays africains. Imaginez-vous un seul instant que lorsqu'un scientifique algérien qui réside à l'étranger, c'est de la famille, donc je peux en parler, Belkacem Haba, qui est aux États-Unis. Est-ce que vous savez que parce qu'il vit à l'étranger, il n'a même pas le droit de siéger au Conseil supérieur scientifique algérien? C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas d'autres nationalités, les scientifiques algériens, de par le fait qu'ils vivent seulement à l'étranger, ils n'ont même pas le droit de participer au Conseil scientifique algérien. Est-ce que ça, c'est pas une aberration? Est-ce que ça n'est pas du sabotage ou de l'incompétence? Et donc,
comment avancer scientifiquement avec les moyens dont nous disposons, les Algériens et les Algériennes, si vous avez un idiot fini, mais un idiot fini qui va sortir une règle qui interdit aux scientifiques algériens qui vivent aux États-Unis, au Canada et ailleurs de siéger au Conseil scientifique algérien. C'est-à-dire que même si je sortais d'hôpital psychiatrique, je ne comprendrais pas. Donc, sur ces questions-là, je suis d'accord. Très bien. Monsieur Rafiq Bouhlal, pour vous, cette feuille de route, Monsieur Chengriha, elle est praticable, on peut l'utiliser. Est-ce qu'elle est bien, ou je veux dire, est-ce que c'est une feuille de route qui est loin, si je peux dire, de la réalité des faits en Algérie? Alors honnêtement, la feuille de route et les déclarations de Saïd Chengriha, c'est des déclarations purement technocratiques et des déclarations à caractère théorique. Parce que malheureusement, l'Algérie ne va pas être attaquée, donc le problème ne se pose pas, car elle ne fait peur à personne. Donc, dans le sens où si demain il y a un pays qui veut nous agresser, un pays européen ou américain, il suffit de bloquer les importations de nourriture et de biens et services algériens à l'extérieur des eaux territoriales, et le peuple algérien va mourir malheureusement de faim, vu qu'on n'est pas capable de produire notre propre nourriture. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on voit Saïd Chengriha prononcer un discours à plus de 80 ans, moi je me pose la question sur l'Algérie, avec pas moins de 70% de sa population qui a 30 ans, qui comprend pas moins de 400 générales, pour lesquels l'État algérien a investi en formation de haute qualité. Comment sur 400 générales présents, on n'a pas un général ou une générale qui a moins de 65 ans, qui est capable de diriger d'être à la place de Chengriha, alors que la loi dit que normalement à 65 ans, il est à la retraite. Donc ça, c'est malheureux de voir une personne âgée qui a du mal à parler, qui a du mal à mettre les phrases l'une à côté des autres et à se déplacer et autres. Donc ça, c'est problématique. En matière de budget militaire, quand on voit pour qu'on puisse produire des véhicules militaires Mercedes, on doit passer par les Émirats, et alors que les Émirats ne produisent pas Mercedes, c'est les Allemands. Donc, et après, d'un côté, on a les responsables politiques qui les traitent de traite et qui veulent semer la zizanie. Donc, on n'est pas souverain dans notre industrie militaire, on n'est pas souverain dans nos décisions stratégiques, on n'a pas une vision à long terme concernant si on a des éventuelles agressions. Il est où le programme nucléaire civil qui était prévu depuis 10 ans et qui a une base administrative au niveau de Draria à Alger? Donc, on manque de beaucoup de choses, sachant qu'on a investi pas moins de 25 milliards de dollars par an. C'est une somme extrêmement conséquente. Et sans résultat visible sur le terrain. Aussi, concernant ces discours populistes, encore une fois, c'est pour essayer d'accrocher la fierté des Algériens, mais malheureusement, le peuple algérien dans sa globalité ne suit plus ses dirigeants militaires et non pas l'institution militaire, non pas l'armée avec ses soldats qui sont nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos cousins, mais avec les dirigeants de l'armée qui malheureusement font la une des revues et des journaux internationaux en matière de corruption. On a pas moins d'une trentaine de généraux qui sont en prison pour corruption. On a vu des généraux fuir l'Algérie à travers les parcs comme Harraga, fuir avec leurs épouses. Donc, c'est une institution, les dirigeants militaires de très haut niveau montrent le très mauvais exemple au peuple algérien. Donc, c'est très malheureux, et surtout dans la vie actuelle où c'est le plus fort
qui prime sur le plus faible à travers les relations internationales où c'est vraiment l'intérêt suprême qui va avant. Malheureusement, l'Algérie n'est vraiment pas bien placée sur l'échiquier mondial, et cela à cause d'une gouvernance militaire archaïque qui ne donne pas au peuple algérien la démocratie et le choix d'élire un président civil, et que l'armée reste dans les casernes et non pas se mêler de la politique matin, midi et soir. Très clair, c'est très clair. Monsieur Djamal Ghassoum, je vous laisse le dernier mot puisque vous le demandez. Je vous laisse le dernier mot, si Djam. Merci. Je voudrais juste dire تحية للجزائر، تحية للجيش الوطني الشعبي والدولة عسكرية وماشي مدنية. شكرا سي جمال، يعطيك الصحة على كل حال. تحية الجزائر كما سي جمال l'a bien dit, elle a si bien dit plutôt. تحية الجزائر. جمال نازم طالب، جهاد حليمي، monsieur Djamal Ghassoumi, monsieur Rafiq Bouhlaj, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je remercie bien sûr, chers téléspectateurs, pour votre présence. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.